Donc, rebonjour, je suis Garance d'Or, je suis artiste, je suis chercheuse et directrice éditoriale, co-directrice éditoriale de la revue Véhicule avec Vincent Menu. Ma communication aujourd'hui s'intitule « La partition de Massin, une interprétation typographique de la cantatrice chauve ». Ce que je vais essayer de mettre en lumière, c'est comment Massin a-t-il construit un objet permettant aux interprètes de reproduire, rééditer le geste de mise en scène de la création de la cantatrice chauve. Je commence par introduire cette citation de Massin qui me semble fondamentale. Je vous la lis. « Typographie expressive, c'est abusivement que j'emploie cette expression. La typographie a-t-elle à jouer un rôle de communication ? Sa fonction doit-elle se limiter à transmettre un message écrit sous une certaine forme, mise au point il y a un peu plus d'un demi-millénaire, et qui a subi en fin de compte assez peu de variations ? En d'autres termes, doit-elle se faire la servante du texte ou peut-elle s'affranchir de cette condition subalterne ? Alors, constituer une partition provenant du texte et de la mise en scène est le geste de Massin lorsqu'il décide de travailler à partir de la cantatrice chauve. Cette partition qu'il compose avec le photographe Henri Cohen peut aussi être désignée comme une interprétation. C'est d'ailleurs ce terme que Massin choisit. Il produit ce qu'il appelle une interprétation typographique. Massin se saisit du texte intégral de Jeanne Ionesco pour le restituer graphiquement sur la page. Des photos vont venir compléter le travail de lettrage et de composition graphique. Cet ouvrage, qui n'a, je crois, pas d'équivalent dans le paysage théâtral, allie des images et du texte dans un ensemble noir et blanc. Alors, pour comprendre pourquoi Massin choisit cette œuvre théâtrale et pas une autre, puisque ce n'est pas une commande de Ionesco, c'est Massin qui décide de faire ce projet-là, je propose de revenir rapidement sur la genèse de la cantatrice chauve et le processus d'écriture d'Eugène Ionesco pour celle-ci. Il me semble que peut-être ça éclaire ce choix. Nous nous intéresserons principalement dans cette communication à la forme du livre et à ce qu'elle induit, mais je pense qu'il est important de revenir sur l'acte d'écriture de la cantatrice chauve. Donc, pour revenir rapidement dessus, c'est la première pièce qu'écrit Eugène Ionesco. Elle a pour sous-titre « Anti-pièce ». Elle est publiée initialement en 1954 chez Gallimard, puis dans la version que je vais vous présenter ici, elle est co-signée, pourrait-on dire, par Massin, édité donc en 1964, toujours aux éditions Gallimard. On peut dire qu'il s'agit d'une version augmentée qui sera rééditée en 1972, puis en 2009. Alors, le point de départ du mouvement d'écriture est lié à notre sujet, puisque voici ce que raconte Eugène Ionesco de la naissance de sa pièce. En 1948, avant d'écrire ma première pièce, La cantatrice chauve, je ne voulais pas devenir un auteur dramatique. J'avais tout simplement l'ambition de connaître l'anglais. L'apprentissage de l'anglais ne mène pas nécessairement à la dramaturgie. Au contraire, c'est parce que je n'ai pas réussi à apprendre l'anglais que je suis devenu écrivain de théâtre. Voici ce qui est arrivé. Donc, pour connaître l'anglais, j'achetais, il y a 9 ou 10 ans, un manuel de conversation franco-anglaise à l'usage des débutants. Je me mis au travail. Consciencieusement, je copiais, pour les apprendre par cœur, les phrases tirées de mon manuel. Donc, Eugène Ionesco écrit La cantatrice chauve en s'inspirant de la méthode Assimile. Pris dans un processus qui n'est pas celui de la création, mais de l'apprentissage, son premier geste réside dans la copie. Il réécrit les phrases à l'identique pour les apprendre. Et d'après Ionesco, c'est en les relisant qu'il s'aperçoit du caractère spécifique que ces phrases comportent.
L'auteur constate alors que leur banalité initiale cache en fait ce qu'il estime être des vérités fondamentales, des constatations profondes. Ionesco révèle que les personnages des dialogues de la méthode s'appelaient Monsieur et Madame Smith, ainsi que Monsieur et Madame Martin. Ce sont des noms qu'il a repris tels quels pour les personnages de la cantatrice chauve. L'incongruité des dialogues de la méthode de Lang, comme par exemple lorsque Madame Smith informe son mari qu'ils ont plusieurs enfants, séduit Ionesco. Je le cite. « C'est alors que j'eus une illumination. Il ne s'agissait plus pour moi de parfaire ma connaissance de la langue anglaise. Mon ambition était devenue plus grande, communiquer à mes contemporains les vérités essentielles dont m'avait fait prendre conscience le manuel de conversation franco-anglaise. D'autre part, les dialogues des Smith, des Martin, des Smith et des Martin, c'était proprement du théâtre, le théâtre étant dialogue. C'est donc une pièce de théâtre qu'il me fallait faire. J'écrivis ainsi La cantatrice chauve, qui est donc une œuvre théâtrale spécifiquement didactique. » Donc Ionesco réfute la notion d'originalité, non nécessaire selon lui. Il s'agit d'un travail didactique. Il insiste sur cet aspect. La genèse de l'écriture met donc à jour un protocole, un recours à la règle comme processus de création et non à l'invention. Toutefois, Ionesco va au-delà de ce premier geste de copie et d'agencement. Il raconte dans Notes et contre-notes comment la fiction vient s'intercaler dans ce processus de récupération formelle. Grâce à cela, l'auteur travaille à augmenter le potentiel absurde des dialogues. Donc la genèse de l'écriture est intéressante car nous pourrions en effet considérer que la méthode assimile est en soi une sorte de partition non artistique, faite de phrases à répéter avec des consignes, et qui pourrait rentrer dans la catégorie donc, des manuels. Ionesco se saisit de cette méthode, de ce livre d'instruction, et en fait alors un matériau pour l'écriture. Donc, depuis son point d'origine, nous voyons un lien très fort avec la notion d'instruction dans un double sens, celui de la consigne et de l'apprentissage. Et c'est encore démultiplié lorsque Massin va s'emparer du texte. Donc, Massin met en page La cantatrice chauve alors qu'il travaillait déjà aux éditions Gallimard depuis 1958. Face à la réalisation de cet objet, Massin est dans une double posture, interprète et auteur d'une partition à partir d'une œuvre qui n'est pas de lui. Le livre s'appuie sur la mise en scène de Nicolas Bataille. Ce livre-là, donc le livre de Massin. Alors Nicolas Bataille, c'est un comédien et metteur en scène français qui est mort en 2008. Il a créé la pièce au Théâtre des Noctambules pour la première fois le 11 mai 1950. La cantatrice chauve est ensuite reprise au Théâtre de la Huchette, où elle jouera en continu de 1957 à 2008, toujours dans la même mise en scène de Nicolas Bataille, qui jouera également le rôle de Monsieur Martin jusqu'à son décès. C'est d'après cette mise en scène que Massin va restituer la pièce sur la page. Dans son ouvrage L'ABC du métier, publié en 1989, Massin décrit comment les œuvres dramatiques ont été précédemment mises en forme et en page. Et vous allez voir qu'il est assez critique. Pendant plusieurs siècles, dit Massin, on peut même dire, depuis que le livre existe, 2 procédés ont été concurremment utilisés pour transcrire les œuvres dramatiques. Ils reposent essentiellement sur l'emplacement choisi pour le nom du personnage par rapport à la réplique qu'il s'apprête à prononcer. L'un consiste à disposer cette mention centrée, généralement composée en capitale au-dessus de la réplique, dans l'autre procédé, popularisé au siècle dernier, et qui contribue à gagner de la place, le texte étant le plus souvent composé sur 2 colonnes à la page, le nom du personnage est en alinéa et suivi immédiatement du texte de la réplique. À ma connaissance, il n'existe pas d'autre artifice que ces 2-là. Donc avec la volonté de renouveler, sinon de révolutionner la mise en scène du texte théâtral, Massin s'empare de La cantatrice chauve, reprenant le projet de l'un de ses confrères, nommé Steiner, qui lui avait confié lors d'un entretien dans son bureau chez Gallimard, souhaitait parvenir à montrer, dans la page d'un livre,
le visage de l'acteur qui va prononcer une réplique. Faire en sorte aussi que le lecteur suive ses déplacements sur la scène et que le moindre détail d'une mise en scène fût perceptible et traduit par la mise en page. Donc ça, c'est Massin qui rapporte les propos de Steiner, dont il va, non pas voler, mais récupérer joyeusement l'idée et la mettre en pratique. Donc, pour son travail sur la cantatrice chauve, visant à rendre lisible ce qui est visible et audible sur scène, Massin prendra en compte non seulement le texte de Ionesco en intégralité, mais aussi l'interprétation du metteur en scène Nicolas Bataille, qui monta, je le rappelle, la pièce à sa création. Alors, lorsque nous examinons les pages qui composent cette interprétation typographique, nous sommes face à cette double restitution du texte et de la mise en scène. Toutefois, le terme de restitution n'est pas tout à fait exact, puisque Massin assume et revendique de faire une interprétation. C'est comme ça qu'il l'intitule. Une interprétation, c'est-à-dire une traduction d'une langue à l'autre, de la scène à la page. Cette interprétation a un statut singulier, puisqu'elle propose aussi en soi une véritable partition au lecteur. Cette partition graphique comporte des photographies des acteurs jouant les personnages de la cantatrice chauve, le texte de la pièce, dialogue et didascalie, mais aussi des notes se référant à la mise en scène de Nicolas Bataille et comparant celle-ci avec les prescriptions de Jeanne Ionesco. Alors, les acteurs qui posent pour le photographe Henri Cohen ne sont pas ceux qui ont créé la pièce en 1950 au Théâtre des Noctambules, à l'exception de Nicolas Bataille. Ce sont les acteurs du Théâtre de la Huchette, là où la pièce joue toujours à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ils se sont donc prêtés au jeu photographique. La présence du metteur en scène, également acteur, peut nous donner à croire qu'il a pu retransmettre des indications de jeu aux comédiens et s'assurer de la concordance avec ces indications de mise en scène pendant la séance photographique. Néanmoins, il ne s'agit nullement d'une captation photographique, des représentations ou d'une prise de vue lors d'un temps de répétition. Quel statut donner à ces images ? Les photographies n'ont pas un réel statut documentaire. Il s'agit d'une prise de vue spécifique pour l'ouvrage, une recréation ou une reconstitution. Par ailleurs, les images ne sont pas des plans larges qui permettent de visualiser l'ensemble de la scène. Elles sont redécoupées, isolées, elles nous donnent une vision partielle et n'ont pas vocation d'être un témoin fidèle. Elles sont donc davantage des indices en vue d'une recréation. Massin dit avoir assisté à plus de 20 représentations du spectacle d'Eugène Ionesco dans la mise en scène de Nicolas Bataille. Il a également fait des enregistrements sonores au magnétophone afin de saisir au mieux l'interprétation vocale des acteurs et de pouvoir réécouter celle-ci. Comme nous pouvons le constater, Massin s'est tout autant immergé dans le texte de Ionesco que dans la mise en scène de 1960 pour la restituer avec précision en se saisissant de plusieurs paramètres, le son, les déplacements des acteurs et les intentions de mise en scène. La cantatrice chauve dans la version typographiée par Massin est un ouvrage en noir et blanc qui ne comporte pas de gris. Ce traitement au trait, sans trame, permet des aplats d'une grande densité qui renforcent les contrastes. Le livre ne contient aucune pagination, mais ce n'est pas tout. Massin ôte les points dans les dialogues. Il ne conserve que ce qui sert à donner des accents dans l'intention, c'est-à-dire il conserve les points d'exclamation et les points d'interrogation. Les scènes ne sont plus indiquées non plus. Massin enlève la numérotation des scènes, la numérotation qui existe pourtant dans les autres versions qui sont déjà éditées. Donc la compartimentation par la syntaxe ou le découpage scénique disparaît au profit d'une fluidité et un effet global de suspension. Massin nous fait entrer dans la pièce comme par effraction. Les personnages nous attendent au début du livre, en embuscade, dès la première page tournée. Regardant le lecteur, il semble l'interpeller silencieusement. Donc on voit que le rapport du lecteur à l'œuvre se joue dès la première page, où nous sommes pris en compte finalement dans un geste à la fois graphique mais aussi de mise en scène. Le quatrième mur est d'emblée fracassé. Le lecteur est vu.
Le lecteur n'est plus anonyme, il joue dès la première page avec les personnages de la pièce qui semblent l'intégrer au dispositif. Ce n'est qu'un peu plus tard que les personnages vont nous être présentés. Alors la liste... voilà. J'aurais dû vous montrer ça avant, parce que la toute première image, c'est celle-là. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le début du livre. Donc, on le voit. Le lecteur n'est plus anonyme, il joue dès la première page avec les personnages de la pièce, donc qui semblent l'intégrer, je disais, au dispositif, et ce n'est qu'un peu plus tard que les personnages vont nous être présentés. La liste des personnages, traditionnellement sur 2 colonnes, l'une les nommant, l'autre associant le nom des acteurs, est ici remplacée par des photographies des acteurs costumés interprétant les rôles. Les acteurs sont photographiés en pied, de face, et leur silhouette est détourée. Alors, comment le traitement graphique des personnages permet-il de leur donner une identité ? Voici comment Massin évoque cette présentation des personnages. Il nous dit « Chacun d'eux se présente en pied dans un générique », premier emprunt fait au cinéma, qui n'a rien à voir naturellement avec la distribution qu'on trouve habituellement en tête des ouvrages dramatiques. Donc Massin opère un premier déplacement du théâtre vers le cinéma. Pour ce générique, comme il l'appelle, Massin fait le choix de ne pas présenter tous les personnages sur la même double page. Il les introduit image après image, les révèle progressivement. D'abord Monsieur et Madame Smith ensemble, puis au dos, Monsieur Martin, Madame Martin, Marie, la bonne, et enfin, non loin d'eux, mais sur une page où il est isolé, le capitaine des pompiers. À chaque personnage correspond une typographie. Le nom du personnage introduit sous la photographie de l'acteur qu'il incarne comporte déjà sa propre typographie, donnant au lecteur un code visuel qu'il devra suivre tout au long du livre. Donc, Marie la bonne est en Cheltenham gras, Monsieur Smith est en plantain romain, tandis que Madame Smith est en plantain italique. Les Martins sont en grotesque, romain et italique. Le capitaine des pompiers s'est vu attribuer une égyptienne demi-grasse, nous confirme Massin. Il fait le choix de caractères d'un usage courant pour l'époque. Il explique ce parti pris en affirmant avoir voulu respecter l'intention de Ionesco. C'est délibérément que j'ai eu recours à une typographie ordinaire, et il me semble que, ce faisant, j'ai rejoint le propos même de l'auteur, qui a voulu faire un sort à la banalité et au lieu commun. Il s'en est expliqué lui-même. Toute sa pièce est basée sur des phrases toutes faites. Donc après cette présentation des personnages, la scène 1 ne sera donc pas annoncée comme celles qui suivront. Il poursuit directement par la première didascalie qui décrit le décor et les personnages. Il prend alors une liberté de mise en page extrêmement forte puisqu'il transforme, vous allez le voir, cette didascalie en poème. Alors on ne voit pas très bien. Donc d'un texte pratique, la didascalie, servant d'instruction technique pour la mise en scène, il révèle le potentiel poétique en faisant de ce texte en prose un texte qu'il met en page comme des vers avec des retours à la ligne. Alors c'est la répétition du mot anglais qui provoque le retour à la ligne, une répétition systématique, mettant en évidence la ritournelle de ce premier texte et son oralité. Le texte est représenté donc comme un poème en vers qui fait basculer la didascalie du côté d'un texte à dire, d'un poème sonore. Alors, si l'on peut trouver le système redondant, il n'en demeure pas moins qu'il est une forme de lecture du texte d'Eugène Ionesco qui appuie l'idée d'une interprétation. La typographie induit non seulement une suggestion, celle de lire à haute voix, mais aussi un rythme au lecteur, chaque retour à la ligne permettant une césure pour un léger temps. Alors, l'outil graphique serait-il avant tout un levier poétique permettant la suggestion ?
Le changement de statut opéré par Massin serait-il celui d'une bascule du théâtral vers le poétique ? La suggestion, par ces moyens graphiques, permettrait en effet de projeter la scène, de l'imaginer. Massin semble nous le confirmer. Il s'agit bien en effet de transcrire, pour un lecteur assis dans son fauteuil, des ouvrages conçus pour être représentés, donc vus, de la même manière que la poésie, à l'origine, était faite pour être dite ou chantée. Massin s'emploie en tout cas à montrer le texte dans son aspect sonore. Alors, sur une double page noire, donc il réserve à cette didascalie liminaire une place de choix. Cet aplat noir fait écho au cadre de scène, comme la boîte noire, d'où va émerger la pièce. Lorsque les personnages commencent à dialoguer, Massin choisit de ne pas faire apparaître leur nom. Le texte sera rapproché d'une photographie de l'acteur interprétant le personnage qui parle. Les didascalies sont elles aussi associées à une image. Pendant la première scène, M. Smith reste un long moment silencieux et une didascalie vient de manière récurrente s'intercaler entre les répliques de Mme Smith. M. Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Alors du coup, Massin prend le parti de reproduire la même image 8 fois. Il s'agit d'un homme lisant son journal. Donc voilà. Donc l'image revient effectivement 8 fois. Il affirme conjointement au texte un principe de répétition et de systématisme. Alors, une fois que l'image a été vue, il la simplifie pour devenir un simple signe graphique. Pour faire comprendre au lecteur que c'est Madame Smith qui continue de parler, Massin remplace l'indication du nom du personnage par une image du visage détouré de l'actrice jouant Madame Smith. La posture du visage diffère selon les répliques, passant d'un regard au sol à un regard latéral que l'on peut imaginer s'adresser à son interlocuteur, M. Smith. Ce jeu de regard peut alors devenir une partition pour l'interprète. Les choix typographiques aident à repérer qui parle. En effet, ce n'est pas la même police de caractère qui est utilisée lorsque les personnages s'expriment. Celle de Madame Smith est couchée, tandis que celle de Monsieur Smith est redressée. Il y a un personnage qui apparaît de manière récurrente, c'est le pauvre Bobby Watson. Et Bobby a un traitement graphique très particulier. Donc il s'inscrit systématiquement dans une police différente des leurs, pleine de boucles et à l'aspect très marqué. Donc, Bobby n'intervient pas, c'est un personnage qu'on ne voit jamais. Mais par contre, il arrive de manière très forte visuellement. Le nom de Bobby ou Bobby Watson devient autant un leitmotiv sonore que graphique. Cette spécificité de caractère permet de le voir apparaître sur la page et le ressort comme une inscription réitérée. La typographie donne au personnage une couleur, une qualité, elle crée une identité visuelle à ce Bobby Watson. La mise en image de ce nom est aussi une possible incitation pour l'interprète, celle de faire entendre, et comment, les boucles et les arabesques de la typographie de Bobby Watson. Alors donc, cette scène 1, elle comporte des photographies. Les personnages sont d'abord montrés en pied, ensuite en plan américain, au milieu de la scène, puis remplacés uniquement par leur visage en vignette. Lorsque la scène 1 s'achève, une image montre les interprètes se serrer la main. Pourtant, aucune didascalie ne préconise ce geste. Au contraire, la seule didascalie présente sur la page signale « il la prend par la taille et il l'embrasse ». Il y a donc des écarts entre la didascalie et l'image, entre l'image de la partition et le texte original. Massin vient faire une contre-proposition au texte de Ionesco. L'image dément le texte, elle prend ses distances. Le geste de tendresse proposé par Ionesco est remplacé par un salut protocolaire.
Mais est-il l'invention de Massin? Ça pourrait être tout aussi bien une proposition du metteur en scène que Massin a réintégrée telle qu'elle dans le livre. Donc, comme nous l'avons déjà dit, les passages d'une scène à l'autre ne sont pas indiqués. Donc, de la même manière, le passage à la scène 2 n'apparaît pas. Alors, comment faire pour, malgré tout, marquer des ruptures, puisque Massin ne conserve pas ces indications structurelles? Alors, on le voit, l'arrivée de la scène 2 est très fortement scénarisée par Massin. Voici comment elle commence. Donc c'est l'apparition de la fameuse Marie, donc qui est la bonne. Donc sur une même ligne, on voit l'image de l'actrice interprétant Marie, et on introduit les 2 premiers mots de sa réplique, « je suis ». Donc la taille du caractère est bien supérieure au reste du texte, ce qui permet une véritable apparition du personnage, dont on ne sait ce qu'il revendique ou va dire, si ce n'est qu'il affirme son existence par un majestueux « je suis ». Il faut alors tourner la page pour avoir la suite du texte. Je suis la bonne. Donc la taille de la police suggère une intention vocale ou de jeu. L'exagération de son format peut en effet indiquer une voix forte ou une prise de position, une affirmation dans cette entrée en scène. Donc on le voit sur la page suivante, le texte est encore mis en scène différemment, donnant une impression de légèreté, puisqu'on a l'impression que les répliques fusent du personnage de la bonne. Donc par ces quelques exemples, je voulais insister sur le fait que Massin induit une tonalité, une musicalité, mais aussi des effets de rupture et de répétition. Si certains sont déjà dans le texte présent, d'autres relèvent de la mise en scène retranscrite par Massin, mais aussi, c'est probablement d'un ajout de sa part ou d'une vision, d'une interprétation de Massin. Ça va donc bien plus loin qu'une simple retranscription. Il ne s'agit pas d'une notation de mise en scène, puisque le système n'est pas très fonctionnel et encore moins documentaire. Massin crée un objet artistique à part entière, émanant du texte d'Eugène Ionesco. La photographie prend une place aussi importante que le texte, parfois même elle le supplante. Il y a notamment, donc je vais avancer dans la pièce, scène 7, une série d'images très fortes qui se déploient. Donc dans l'édition folio classique, la scène 7 tient sur 8 pages. Et dans cette édition-là de Massin, elle constitue 50 pages. Donc on voit qu'il y a une expansion de la scène, une dilatation de l'espace du texte, et je vais vous montrer pourquoi. Si je me mets comme ça, c'est bien ? Et ainsi de suite sur 50 pages. Donc, parfois, il n'y a qu'une seule phrase sur une page, enfin la plupart du temps. Alors, que nous apporte cette expansion du volume de la scène? Que nous apporte cette dilatation et cette prégnance des images? Ce grossissement d'un effet voulu par l'auteur, dit Massin, m'a paru aussi nécessaire que l'exagération des traits, voire leur outrance, qui sont de mise dans la parodie ou la caricature. Alors,
Évidemment, cette mise en page n'est pas du tout anodine, puisqu'elle essaye finalement de reproduire le rythme de la lecture, mais à travers un mouvement très concret, celui de tourner la page, donc avec des silences, avec une rythmique qui est celle du corps du lecteur. Je ne rentrerai pas dans le détail exactement de cette scène, mais comme vous avez pu le voir, il y a des bulles comme en bande dessinée. Donc il y a cette fois-ci un hommage ou un écart non plus vers le cinéma, mais plutôt vers la bande dessinée, qui transforme encore la couleur du texte. Donc, si la composition de Massin vise à transmettre le texte et la mise en scène, elle offre parfois aussi des contresens ou des propositions non présentes dans le texte. Ainsi, la mise en page des phylactères s'entrecroisant ne nous permet pas vraiment de savoir qui parle après qui. Un effet choral apparaît, alors que le texte de Ionesco est bien constitué de répliques se positionnant les unes sous les autres dans une logique d'agencement textuel temporel et sans qu'aucune didascalie n'invite à un brouillage sonore ou à une choralité. Par ailleurs, le positionnement des acteurs sur la photographie crée parfois des problèmes de compréhension. On ne sait plus qui dit le texte. Donc il y a des incongruités, mais je ne sais pas si elles proviennent de la mise en scène et de sa retranscription ou d'un parti pris graphique. Voilà. Vers la fin du texte, Massin prend encore davantage de liberté et la typographie s'affole au même titre que la scène finale. Je vais vous montrer. Massin offre alors une partition graphique qui conduit l'interprète uniquement par la lettre et le son. Il n'y a plus de photographie à la fin. Voilà comment se termine la pièce. Donc on est vraiment de l'ordre d'une bataille des lettres, d'une prise de territoire vraiment complètement typographique cette fois, avec un brouillage évident puisque la lecture est empêchée, la lecture devient impossible. On est dans des... Qu'est-ce qui subsiste? Certainement pas le sens, mais vraiment les mots, la lettre, la superposition visuelle. Et on est vraiment dans cette idée d'un éclatement du langage. Voici ce qu'écrit Ionesco. Il dit: en réalité, les personnages devraient littéralement exploser ou fondre, comme leur langage. On devrait voir leur tête se détacher des corps, les bras et les jambes voler en éclats, etc. Cela n'est possible qu'au cinéma. Et encore, ce ne serait que du trucage. Je me propose toutefois d'en faire un film explosif. Alors, c'est possible qu'au cinéma, c'est pas possible au théâtre, mais finalement, Massin va le réaliser d'une certaine manière. À la fin, nous dit-il, le rythme s'accélère, les images et les mots se bousculent dans une sorte de délire verbal qui aboutit à une démolition du langage. Celui-ci, comme s'il retournait à ses origines, se réduit à des onomatopées ou aux seules consonnes et voyelles. À la scène, les personnages parlent les uns sur les autres en même temps qu'ils en viennent aux mains. Les mots font le coup de poing. En fin de compte, au reste, après s'être aidés de leur concours,
Ils triompheront des images et les chasseront. Donc effectivement, il va jusqu'à chasser l'image. Pourtant, il s'en est servi. Elle a renforcé le sens, elle en a induit aussi parfois, elle a créé des incongruités, des paradoxes féconds, ce qui n'est pas inintéressant pour une pièce qui relève de l'absurde. Donc cette image servait à reproduire un geste de mise en scène, à identifier des postures, des attitudes, des jeux scéniques. Elle finit par disparaître. La composition de Massin peut parfois égarer. Est-elle une fusion, une confusion entre le texte et la mise en scène ? 4 auteurs sont en effet à l'œuvre dans cette version de la cantatrice chauve, et ça je voudrais le rappeler pour conclure cette communication. Ionesco, Massin, Henri Cohen et Nicolas Bataille. Massin englobe leurs gestes dans le sien, sans que l'on arrive à distinguer réellement la paternité de chaque apport, tant son geste graphique est fort. L'œuvre de Massin à partir de la cantatrice chauve reste à déchiffrer. Il faudra pour l'interprète retrouver le mouvement inverse au geste de Massin, partir cette fois-ci du livre pour rejoindre la scène. Le projet de Massin en tout cas semble accompli, donner au lecteur le sentiment que son fauteuil est celui d'un théâtre. Je vous remercie.